Nous voilà de retour encore une fois, chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver ce matin comme toujours. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Alice et Monsieur Taliane. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Alors, on va commencer par Madame Alice. Votre parcours, biographie et tout. Vous allez m'écouter et vous avez tout de même la possibilité de me noter. Après, ça sera votre tour. D'accord. Super. Parcours, biographie et réalisation. Alice, plus connue dans l'univers du cosplay sous le pseudonyme Livanar. Depuis 2015, elle s'est consacrée à la création de cosplay inspirés par la pop culture, incluant jeux vidéo, animés, mangas et films. Couronnée championne de France de cosplay en 2019, son travail a gagné en notoriété, lui ouvrant donc les portes de plusieurs collaborations avec des marques prestigieuses comme CD Projekt, Red, Rio Games et Warner Bros. Et bien d'autres. Depuis 2023, elle est entièrement dédiée au cosplay en tant qu'activité professionnelle, confectionnant des costumes pour promouvoir diverses marques. Son travail l'amène à voyager en France et à travers le monde pour participer à des conventions où elle propose des ateliers pour partager sa passion et ses compétences, aussi bien avec les débutants qu'avec les cosplayers chevronnés. Le cosplay passion, devenu essentiel dans l'univers de la pop culture, occupe une place centrale dans sa carrière. Elle est fière de contribuer en tant que professionnelle à l'évolution et la reconnaissance de cet art. C'est bien vous? C'est moi. Super. Avant de commencer tout à l'heure avec les questionnaires, on va aller avec Monsieur Taliane. D'accord. Taliane Poati, le prix Lily 2025. Prix qui récompense la meilleure BD vendue pendant le Bilili BD Festival. Auteur de la première affiche révélée de cette 9e édition du Bilili BD Festival. Illustrateur BD, bercé depuis tout petit par les œuvres comme Spider-Man, Tintin, Dragon Ball Z et des histoires que lui racontait son grand-père. À l'aide d'une tige de balai. Du sol et de son imagination débordante, il a découvert tardivement le genre afro qu'il a tout de suite voulu reproduire, mais a rencontré quelques difficultés d'ailleurs comme tous les débutants. Il a alors décidé de raconter des histoires liées aux cultures africaines avec un style universel. Le manga, auteur de Webtoon, c'est Webtoon, hein? Oui, c'est ouais. ça. Greenland, SOS et illustrateur de manga Miwa. Il a eu la chance de travailler comme assistant mangaka sur Clock Striker et en tant que background artiste sur le projet d'animation Burning Rubber. Cofondateur des studios Gemini Art et Nzonzi, je ne sais pas si je prononce mal ou pas, Non, ça va. ainsi que membre de la communauté des auteurs de Pointe Noire. Il a été entouré d'artistes inspirants qui lui ont permis de devenir celui qu'il est aujourd'hui. C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Super. Alors, on va commencer par Madame Talia. Alice. Oh oui, je dis son nom de scène hein, parce qu'elle est plus connue sur la scène en tant que celle-là. Ouais. C'était quoi le déclic? Le déclic, Ouais. il a été hyper simple. Moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. D'accord. J'adore les jeux vidéo. Et un jour, donc en temps de 2014, Ouais. j'ai joué à un jeu vidéo qui m'a particulièrement plu. Je ne sais pas si ça parlera parce que c'est quand même un peu vieux maintenant. Mais un jeu qui s'appelle BioShock. Et en fait, il y a un personnage dans ce jeu où j'ai adoré le design de ce personnage. Et je suis quelqu'un qui, de base, construit plein de choses. J'aime D'accord. bien utiliser mes mains. Et je me suis dit, je vais faire ce personnage, je vais le faire. Et j'avais aucune idée qu'il y avait une discipline qui s'appelait le cosplay à l'époque. Et déjà, c'est quoi le cosplay? Parce que c'est mal connu par nous. Moi, déjà, je ne sais pas c'est quoi le cosplay. Alors, le cosplay, en fait, c'est une discipline qui consiste en reproduire un design dans la vie réelle, donc d'un personnage issu de la pop culture ou même juste de fiction. D'accord. Et également de jouer un rôle, c'est-à-dire de jouer le rôle de ce personnage. En fait, on a la contraction entre le mot costume et le mot roleplay. Et les deux ensemble, ça donne cosplay. Oh. Et finalement, c'est vraiment, par exemple, on adore Naruto, on s'habille en Naruto et on joue le rôle de Naruto. D'accord. Voilà. Super. Et vous, c'était quoi le déclic? Comment vous avez commencé?
Ben, personnellement, ce qui m'a poussé à commencer le dessin, c'était déjà ce que je voyais autour de moi parce que c'est surtout mon frère qui lui dessinait. Et moi, après mes études, en fait, comme j'ai enchaîné boulot après boulot, un jour, je me suis posé et j'ai un cadet qui m'a dit tu as du talent, tu as laissé depuis des années, et si tu reprenais, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, du coup, je m'y suis remis. Et après, ça m'a permis de continuer, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et Madame Alice, est-ce que c'était déjà un rêve d'enfant que vous avez nourri parce que vous disiez que vous étiez amoureuse des BD? Est-ce que c'était un rêve d'enfant depuis à l'adolescence? Alors, je ne savais pas du tout que j'allais devenir cosplayeuse professionnelle et que j'allais en faire mon métier, pas du tout. Mais c'est un peu comme toi, j'enchaînais les boulots et sans trop savoir où j'allais et ce que je voulais, j'ai pas trop réussi à définir ça. Mais il y a quelque chose effectivement qui me poursuit depuis l'enfance, c'est que j'adore raconter des histoires. D'accord. Et j'adore tout ce qui est comédie, jeu de rôle, etc. Et donc finalement, ça rentre dedans, quoi. D'accord. Et vous, quand vous vous êtes retrouvés, quand votre frère vous a dit pourquoi ne pas mettre ça en œuvre, comment vous avez commencé à cet instant-là? Par quoi vous avez commencé? Bah, j'ai commencé par réapprendre parce que j'ai passé plus de 5 années, peut-être 7 ans, sans avoir à le faire. C'est vrai que je dessinais quand j'étais plus petit, mais après j'ai cessé. Et donc, il a fallu que je réapprenne d'abord à le faire. Il a fallu que je comprenne en fait de façon plus structurée en fait ce que c'était. Et après que je me lance réellement dans le bain, parce que c'est pas évident quand on débute dans ce domaine de pouvoir trouver des gens qui daignent ne serait-ce que vous répondre quand vous les écrivez sur les réseaux sociaux. Donc ça a été un retour à zéro en vrai. D'accord. Et Madame Alice, hein, il est dit ici que votre travail vous a amené à voyager en France et à travers le monde pour participer. Comment ça s'est passé? En fait, je participe à beaucoup de conventions autour de la pop culture. Et d'abord, ça s'est fait en France, après ma victoire à la Coupe de France, où j'ai été invitée absolument partout en France. Et puis, petit à petit, il y a d'autres pays qui ont été intéressés pour m'inviter. Et je pense que c'est lié au nombre de personnes aussi qui me suivent sur les réseaux sociaux. D'accord. Et en fait, de contact en contact, j'ai été un petit peu partout en Europe. Et maintenant, je vais régulièrement en Afrique, grâce notamment au Bilili BD Festival. Et comment vous avez connu le Bilili BD Festival? Et c'est eux qui m'ont trouvé. D'accord. Parce que j'ai fait un costume qui a fait parler de lui beaucoup sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Et c'était un costume d'un personnage qui a la peau noire. Et en fait, ils ont vu ce costume et ils se sont dit, il est incroyable ce costume, on veut avoir cette personne chez nous. Et donc, Joël m'a contactée et ça s'est fait comme ça. Et c'était il y a 3 ans déjà. Et c'était quoi le costume? Comment vous avez représenté ça? En fait, pour ceux qui jouent à League of Legends, c'était un costume d'un personnage de League of Legends qui s'appelle Pyke. Et en fait, j'avais vraiment créé des prothèses de corps, de visage, etc. Ce qui fait que je ressemblais complètement à un homme chauve, noir, avec une grosse armure, etc. Et c'était vraiment, c'est le costume qui m'a permis de remporter la Coupe de France. Et c'était vraiment le but, c'était de me transformer complètement et que je sois méconnaissable. Et ça a très bien fonctionné. Et j'imagine comment vous étiez dedans. Je sais pas si on a la possibilité. On va revoir les images, voir exactement ce que ça avait donné. Et vous, comment vous avez découvert le Bilili Festival? Ben, déjà, j'ai entendu parler du Bilili BD Festival, mais à la base, moi, je suis de Pointe-Noire et le Bilili BD se passait à Brazzaville, donc à la capitale. Donc, du coup, il fallait faire le déplacement de ma ville jusqu'à la capitale et il faut prendre un bus et passer 10 heures dedans. Donc, du coup, j'étais un peu sceptique à l'idée de prendre 10 heures de route pour arriver à un festival, même quand j'ai entendu parler de ça. Surtout si, arrivé sur place, vous n'avez peut-être pas s'il faut dire, l'encadrement qu'il faut, en fait. Donc, la structuration qu'il faut. Mais un jour, en fait, mon frère, sur un coup de tête, nous a dit, on va y aller cette année. Personne ne recule, même si on n'a pas de quoi se loger sur place, on va prendre le bus, l'essentiel c'est d'arriver. Et c'est ce qu'on a fait, effectivement. Donc on est arrivé, on a rencontré Joël le premier jour, on a sympathisé tout de suite et après on a gardé la relation et donc chaque année depuis 2023 je crois, donc depuis 2023 on y retourne fréquemment. Super.
Taliane Poati, il est le prix Lily 2025, prix qui récompense la meilleure BD vendue pendant le Billy BD Festival. Oui. Comment ça s'est passé? Déjà, si vous me permettez, oui, bien sûr. La fameuse BD, c'est celle-ci, d'accord, qui s'appelle Miwa. C'est celle qui a remporté le prix Lily. Vu que c'est en décembre que le Billy Lily se passe, donc c'était en décembre 2024 que j'ai remporté le prix Lily. Mais il faut aussi noter que l'année d'avant, mon frère et moi, on a remporté le prix Lily parce que j'étais son éditeur et aussi son collaborateur dans son projet. Donc, ce qui avait gagné le prix Lily l'année d'avant, c'était l'Attaque des cafards. Donc, en même temps, je suis illustrateur, en même temps, je suis aussi éditeur et aussi coach pour des artistes, en fait. Donc, ça aussi, ça a mentionné. Et parlez-nous de Miwa. Miwa, déjà, c'est un projet que j'ai fait en collaboration avec un ami. Parce qu'aujourd'hui, c'est un ami, c'est plus qu'un collaborateur, qui s'appelle Cedo sur les réseaux sociaux. Et déjà, quand on a commencé le projet, c'était en 2020, parce que le projet, ça fait 5 ans qu'il existe. Et on n'arrête pas d'évoluer, de progresser, de le remasteriser pour pouvoir en obtenir quelque chose de plus intéressant, en fait. Et donc, le projet, il parle de, s'il faut résumer, il parle de tribus africaines, de mythes et légendes africaines et aussi un peu un mélange occidental et oriental, parce qu'on aime vraiment fusionner les cultures, mais les mettre sur un aspect beaucoup plus universel, comme c'est dit en fait. C'est beaucoup plus simple de faire des dessins qui ressemblent un peu à tout le monde, ou alors qui ressemblent à un code que tout le monde connaît, plutôt que de faire un trait qui pourrait, on va dire, à la langue ou à certains niveaux, nous, s'il faut dire, catégoriser sur un point. Parce que être mis dans une case, c'est pas toujours l'idéal, en fait. Parce qu'après, ça restreint les possibilités et ça t'empêche parfois de participer à certains événements. D'autant que les événements sont souvent ciblés. Il y en a certains qui sont focus sur la BD, BD en elle-même, le comics en lui-même, ou le manga en lui-même. Donc nous, on essaie de faire quelque chose d'assez divers. Donc Miwa, c'est l'histoire de Meiji. Meiji qui est un sambo. Sambo, c'est un sang mêlé. D'accord. Donc en gros, en fait, c'est un métis. En vrai, c'est juste un métis. Et donc, qui n'arrive pas à avoir ou à trouver sa place, en fait, dans la société. Et il vit dans la tribu de sa mère. Sauf que chez eux, disons qu'ils n'aiment pas le métissage. Ils n'aiment pas, on va dire, tout ce qui est bizarre ou étrange à leur culture. Donc du coup, il aura des problèmes à s'intégrer et il voudra retrouver son père parce qu'il va comprendre ce que c'est réellement qu'un sambo parce qu'il est différent de tout le monde et il va vouloir retrouver son père. Mais sauf que on le fera comprendre que nous avons tous des conflits entre tribus. Donc ce que tu peux faire, c'est rester à ta place et ne pas bouger. Et par contre, il ne va pas accepter et il va décider de devenir Alafine. L'Alafine, en fait, c'est celui qui a le pouvoir et l'autorité de changer les règles et les lois du monde, en fait. Donc du coup, il va se lancer dans ce périple et vouloir devenir celui qui changera le monde et ses règles afin de réunir toutes les familles qui ne peuvent pas être réunies et de supprimer toutes les injustices parce qu'il y en a plein dans cette histoire qui sont victimes d'injustice, en fait. Super. Et comment vous trouvez l'inspiration pour concocter tout ça? Vous vous dites, il faut qu'on commence ici, ça, c'est vraiment un travail de chef-d'œuvre. Comment vous faites? Ce qui est vrai, c'est comme disent les éditeurs, en particulier les éditeurs français, ils disent souvent que si vous voulez faire du manga, vous devez le faire à plein temps. C'est un peu comme Alice qui fait du cosplay, c'est son travail. Donc quand vous le faites, c'est pas juste pour vous amuser. Vous devez le faire sérieusement. Et il y a des codes, il y a des éléments à respecter. Moi, je sais par exemple qu'il y a des gens qui vont faire 3 ans à l'école juste pour pouvoir devenir mangaka. Et il y en a plein, il y en a beaucoup que j'ai connus. Mais moi, je suis autodidacte, par exemple. Et le scénariste avec qui je travaille, Cedo aussi, est autodidacte. Donc, entre-temps, on a des jobs de côté, mais on fait aussi la bande dessinée. Donc, mais moi, par contre, je vis complètement de la bande dessinée. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dans la façon de faire, il y a une structure, il y a un schéma, il y a un canevas. C'est limite, en fait, c'est logique ou c'est, comment je pourrais dire, c'est universel, en fait. C'est universel. Tout le monde procède comme ça. Il suffit juste de s'informer un peu. Tu as YouTube qui est là, tu as les réseaux sociaux qui sont là. Si tu arrives à avoir le temps d'un artiste professionnel, il pourrait te donner 2-3 petits tuyaux. Donc on a carburé à base de ça. On a structuré la chose. Scénario, on l'a écrit. On s'est inspiré surtout de culture. Dans beaucoup de cultures, excusez-moi.
Il y a la culture africaine, toutes les cultures africaines, parce que l'Afrique, c'est pas un pays. Toutes les cultures africaines, d'accord. Il y a la culture antillaise, il y a aussi la culture hindoue et également tout ce qui est Asie aussi, mais vraiment, on prend des brides à gauche, à droite, mais le plus gros, c'est vraiment dans l'Afrique. Le plus gros, c'est dans l'Afrique et dans les Antilles. Super. Ouais. Et Madame Alice, d'où vous tirez votre inspiration? De la pop culture en règle générale, déjà. Alors, pour en revenir à la bande dessinée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, évidemment, de base. Et moi-même, dans ma famille, mon frère dessine des bandes dessinées et a longtemps été édité chez Glénat, si jamais ça te parle, j'imagine. Oui, je connais. Et donc, c'est quelque chose... Moi, j'ai cru pendant très longtemps que je ferais de la bande dessinée. Parce que mon frère faisait ça, mon frère, c'était mon idole. Moi, je lisais énormément de bandes dessinées, de mangas, et j'étais convaincue que je ferais de la bande dessinée ou que je serais une des premières mangaka françaises. Bon, c'est raté, c'est pas moi. mais en tout cas, voilà, j'ai baigné là-dedans. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis même mon propre frère, à l'époque, m'avait un peu dit « Oula, attention, tu t'embarques dans quelque chose de très difficile. Vraiment, c'est compliqué de gagner sa vie. C'est vraiment très difficile comme métier. » Et c'est vrai. Faut aussi parler des difficultés que c'est. Ouais. Et donc, comme toujours, quand on me dit le fais pas, je le fais pas. Et puis finalement, je ne me trouve pas, je ne trouve pas ma place, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Et à un moment donné, je me lance dans le cosplay. Et c'est vrai que quand quelque chose me plaît, je déteste faire 2 fois la même chose. Je fais partie de ces personnes qui ne supportent pas de faire 2 fois la même chose. Et en fait, ce métier-là me permet de ne jamais faire la même chose. Je ne fais pas 2 fois le même costume, je n'utilise pas 2 fois les mêmes techniques, etc., etc. Et en fait, mon inspiration, en plus de venir d'œuvres existantes, donc finalement des œuvres que j'adore, je vais prendre un exemple, je suis une grande fan de Demon Slayer, le manga, vraiment j'adore ce manga. Et du coup, j'ai fait un costume d'un des personnages. Et ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a coûté beaucoup d'argent, parce que pour le coup, c'était un projet personnel, je ne l'ai pas fait pour une entreprise, voilà. Et je m'en fiche, parce que quand l'inspiration est là, je pense que je suis capable d'à peu près de tout faire. Et mon costume dont je vous ai parlé, donc du personnage issu de League of Legends, c'est un personnage qui m'a demandé beaucoup de techniques différentes, y compris des techniques dignes de cinéma hollywoodien, puisque des grosses prothèses en silicone, etc., c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait dans le cosplay amateur en France. Et donc j'ai fait ça alors que j'avais jamais touché à du silicone de ma vie. D'accord. Mais pourquoi ? Mais parce que à partir du moment où ça m'intéresse et où j'ai envie de le faire, et où j'ai quelque part un amour inconditionnel pour un personnage et son lore, donc son histoire, je pense que je suis capable de tout. Je suis capable de tout faire. Donc, vous innovez à chaque fois parce que vous dites que vous n'utilisez pas le même costume 2 fois, ni les mêmes techniques. Donc, il faut savoir, il faut juste conclure que à chaque fois, c'est une innovation, un changement, un pas à l'avant. Super. Depuis, vous êtes champion de France de cosplay en 2019. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le concours? Alors, déjà, comment ça se passe, un concours comme le championnat de France? Donc, dans toutes les régions en France, moi je suis normande, on a des concours locaux où on va désigner qui va représenter du coup cette région-là de France. Donc souvent on a 2 ou 3 représentants par région. Pour la Normandie cette année-là j'étais toute seule parce que les autres festivals qui devaient élire un champion de Normandie n'avaient pas lieu cette année-là. D'accord. Et ensuite, tous ceux qui ont gagné en fait leur place pour participer à la Coupe de France se retrouvent lors de la finale. En l'occurrence, cette année-là, c'était à Lyon, en France. Donc la finale, on s'affronte tous. Donc on a un nouveau costume qu'on doit faire. Il y a des règles à respecter, énormément de règles. Et on a une prestation d'1 minute 30 à faire sur une scène devant un énorme public. Et il y a un jury. Et ce jury va d'abord juger notre costume en détail, on va les voir en privé avant, ils vont regarder sur toutes les coutures, ils vont nous poser des questions. Avant ça, on avait un dossier à remplir d'une 50aine de pages avec beaucoup de photos, d'éléments, d'explications, etc.
Et puis après, il y a donc la partie scénique où le jury regarde un petit peu, regarde la scène, regarde notre spectacle et il note en fonction de la grille d'évaluation. Et à partir de là, bon, moi j'ai gagné. Voilà, je suis arrivée première à ce concours. Et ce moment-là, finalement, m'a ouvert beaucoup de portes, puisque, encore une fois, c'est pas tellement la Coupe de France en elle-même qui m'a ouvert les portes, c'est mon costume en lui-même. C'est le fait d'avoir fait un costume que personne n'avait fait avant. Et ça, finalement, beaucoup de gens ont été fascinés par ce costume. Et c'est ça qui a tout démarré, hein. C'est ça qui a presque démarré ma carrière, j'ai envie de dire. Et les opportunités que ce concours vous a ouvert, c'était quoi et quoi? Alors, les opportunités, c'était surtout des invitations partout en France. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de Miss France. Oui, oui. Voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est qu'on est le champion ou la championne pendant un an, donc jusqu'à l'année d'après, voilà. Et donc, on représente un peu la France en tant que championne de cosplay. Et donc, on a quelqu'un, en l'occurrence celle qui a créé le concours, la Coupe de France, qui est là et qui nous place absolument partout. C'est un peu Notre-Dame, chapeau noir, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, elle nous place absolument dans toutes les conventions en France et quasiment tous les week-ends, j'étais invitée en convention. Ce qui permet déjà de rencontrer plein de gens, mais également plein d'organisateurs, en fait. Et donc, en fait, on grossit son carnet, on évolue. Et puis, l'année d'après, bon, moi, l'année d'après, il y a eu le Covid. Donc, en fait, j'étais encore championne, finalement. Mais je pouvais pas trop voyager. L'avantage. L'avantage, c'est que j'ai gardé ma couronne longtemps. Mais je pouvais plus trop voyager. Hein, donc, ça a été un peu particulier dans mon cas. Mais voilà, et en fait... Bon, il y a eu ça, donc ce côté où j'ai été propulsée tous les week-ends. Moi, à l'époque, j'avais un autre travail à côté. Hein, je faisais pas ça de ma vie. Je travaillais la semaine, je travaillais les week-ends, j'avais plus de vie. Mais j'adorais ça. Et en fait, pendant le Covid, j'ai arrêté mon autre travail. J'ai fait stop, quoi. Et on voit ici que vous avez eu plusieurs collaborations avec des marques prestigieuses comme CD Projekt, Red, Rio James et Warner Bros. On sait que Warner Bros. C'est quand même une très, très grande marque. Comment ça se passe avec ces marques-là? Comment ça se passe? Toujours un peu pareil. Donc, ces marques-là vous contactent et vous demandent, vous proposent en fait quelque chose. Donc, soit ça peut être Riot Games, par exemple, c'était vraiment pendant la Coupe du Monde de League of Legends, etc. Est-ce que tu peux mettre un costume? Et alors, on fait des photos avec les personnes qui viennent voir la Coupe du Monde. On est là, on se balade dans l'événement. Et on est là, en fait, pour ajouter un côté immersif à l'événement. Donc là, on est payé pour ça. Et puis, on a des marques comme la Warner qui m'ont contacté, en l'occurrence, pour la sortie d'un jeu vidéo qui s'appelle Mortal Kombat. C'était le dernier Mortal Kombat. Le même Mortal Kombat qu'on connaît là. Oui. Celui-là. Et Super. en fait, ils m'ont demandé de créer des costumes pour des influenceurs qui participeraient à une émission pour la sortie du jeu. Et donc, j'ai créé le costume de Kitana pour Kayane. Kayane que je connais très bien, puisqu'en plus, on a le même manager. Et j'ai créé son costume de Kitana et je l'ai accompagnée à cet événement. Donc, moi, j'étais son habilleuse un peu personnelle, etc. Donc, moi, j'étais là pour créer le costume. Et puis, pour lui mettre le jour J. Et puis, pour m'assurer que tout allait bien et replacer des parties si ça tombait, etc. Bref, voilà. Là, j'étais vraiment en mode créatrice et habilleuse. Donc, je fais de tout, finalement. Et une autre collaboration très récente, donc je n'ai pas noté là, c'est avec Maliki. Donc Maliki qui à la base est une bande dessinée d'ailleurs. Donc j'ai été contactée par Ankama qui ont édité le jeu vidéo Maliki. Et donc on m'a demandé de devenir Maliki. Et alors, truc très rigolo par rapport à Maliki, c'est que Maliki, moi je lisais ça, j'avais 13 ans. J'avais 13-14 ans, je lisais ça, je trouvais ça génial, parce qu'à l'époque, le mec qui a créé Maliki, Souillon, en fait, c'était un blog sur Internet. C'est un blog qu'il mettait à jour toutes les semaines. Et donc, moi, il y a 13-14 ans, je lisais Maliki, et 20 ans plus tard, on me demande de devenir Maliki. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, la vie, c'est trop rigolo. Et donc, j'ai participé à beaucoup d'événements promotionnels pour la sortie du jeu Maliki. Encore, là, il y a 2 semaines, j'y étais, puisque le jeu est sorti la semaine dernière. Voilà. Et ça, c'était génial, parce que pareil, on rencontre beaucoup de gens. J'ai rencontré l'auteur, on s'est super bien entendu. Il est génial. Enfin, voilà, moi, j'adore mon métier pour ça. Je rencontre plein de gens. Et en même temps, la vie me met sur des
me balance des surprises comme ça, où je me dis, bah, alors si on m'avait dit quand je vais 13 ans, t'inquiète, dans 20 ans, c'est toi Malik. Mais c'est fou. J'y aurais pas spécialement cru. Ou alors, ceux qui connaissent peut-être le joueur du grenier sur YouTube, qui est très connu, en tout cas en France, j'ai travaillé avec lui, et je suis allée chez lui. Et en fait, je m'entends bien avec lui parce qu'il est super sympa. Et voilà. Et c'est des choses comme ça, des personnes qu'on idolâtre pendant des années en se disant ouais, j'adore son travail, c'est génial ce qu'il fait. Et des années plus tard, on travaille avec eux. Et on a une proximité avec eux qu'on ne pensait pas avoir. Et voilà, moi j'aime beaucoup mon métier. Et en ce moment-là, vous vous sentez star aussi dans votre peau. Bien sûr, comme toujours. Hein. Alors... ça vous arrive, non? Bon, disons que oui, hein, ça arrive à tout le monde, je pense. Vous étiez quand même la star lorsque vous prenez le prix Lily, hein? Bon, personnellement, le prix Lily, c'était pas mon plus grand... mon plus grand kiff, parce que c'était symbolique, effectivement. Très parce symbolique, que c'était, pour moi, la deuxième fois de passer... d'avoir une œuvre, en fait, que ce soit moi qui l'ai fait ou que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait fait. C'était la deuxième fois pour moi. Le prix Lily, on va dire que tout le charme, c'était la première fois, vraiment, ça a rythmé, parce que c'était vraiment un grand coup. Et la deuxième fois, c'était beau, oui. C'était assez symbolique aussi, mais c'était pas comme la première fois. Et quels sont les avantages derrière ce prix? Bon, les avantages derrière ce prix, déjà, c'est le fait que je sois ici à Conakry. Donc, logiquement, par rapport à ça, c'est un billet gratuit déjà pour la prochaine édition. Parce qu'en logique, quand tu es prix Lily, c'est le billet Lily qui te prend en charge quand tu te rends en fait à l'événement. Logiquement, donc du coup, tu deviens limite un invité en fait. Et c'est ce qui s'est passé en 2024, décembre 2024. Parce que quand on est arrivé en 2024, c'est le billet qui a pris en charge, que ce soit le déplacement, que ce soit le logement et tout le reste. Après, tu as aussi un portefeuille qui grossit, parce qu'en vrai, ce qui se passe, c'est que Joël, elle a ce côté où elle aime bien faire réseauter en fait tout ce qui gravite autour d'elle. Et ce qui fait que quand tu es pris Lily, limite en fait, tu es priorisé quand il s'agit du réseautage, parce qu'on va te mettre en relation avec X, Y, Z, on va te faire participer à certaines conventions, on va te faire, voilà... en fait, c'est ça. Quand même avantageux. Bien sûr, c'est un très gros avantage. Et jusqu'à date, quelles sont les collaborations que vous avez eues? Et avec combien de boîtes? Jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup fait de la collaboration avec des particuliers. D'accord. Il y en a certaines qui n'ont pas nécessairement abouti. Il y en a aussi qui ont donné quand même lieu à certains projets. Les plus grosses collabs, je peux dire que j'ai eu, il y a déjà Clock Striker. Clock Striker qui est un projet ou qui est un manga édité par Saturday. Et Saturday, c'est un éditeur américain. Et Clock Striker qui sur le coup a été numéro 1 des ventes sur Amazon au Japon. On a détrôné Spy X Family. Ça nous a fait un choc en fait quand on a appris la nouvelle. Et en ce moment ils sont pour parler parce que Clock Striker a été exposé au musée de la BD au Japon. Et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, mais nous on ne voyait pas ça comme ça, même avec le dessinateur principal, parce que nous, s'il faut dire, je suis l'assistant principal, celui qui vient juste après le dessinateur principal. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué, parce qu'on s'est dit, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un boom comme ça en fait. Et quand on a eu la nouvelle du classement sur Amazon, on s'est dit, bon, c'est peut-être juste parce que c'est Amazon, mais c'est quand même symbolique de se dire que vous passez devant des mangas qui sont vendus par millions d'exemplaires. C'est quand même quelque chose, avec les produits dérivés de Clock aussi qui sortent, donc ça nous fait quand même chaud au cœur. Après, comme deuxième grosse collab, je dirais c'est Burning Rubber, parce que ça c'était un projet initié, s'il faut dire, par Warner Bros aussi, mais indirectement, parce que c'est un projet qui est diffusé sur HBO, la plateforme de Warner Bros. Mais c'est un projet dont je ne parle pas beaucoup parce que je n'ai pas personnellement accès et la plupart des gens que je connais n'ont pas forcément accès. Donc je la donne dans mon portfolio, dans ma bio et tout ça, mais ce n'est pas évident que je puisse dire à quelqu'un, surtout quand on est en Afrique, tu peux aller voir, parce que ce n'est pas évident de voir si tu n'as pas le bon satellite. Donc du coup, il y a ces deux gros projets, s'il faut dire, et mon coup de cœur parmi tout ça, comme collaboration, c'est Miwa. Miwa, parce que c'est un projet sur lequel Cédo et moi on s'investit, parce qu'il n'y a pas un éditeur derrière. Et c'est un projet qu'on a envoyé à tellement d'éditeurs, mais ça ne correspond pas aux lignes éditoriales habituelles. Que ce soit Glénat, que ce soit Kana, que ce soit Kazé, tout ce beau monde,
Dernièrement, on a envoyé encore un dernier dossier à Cana qui nous a fait comprendre poliment, parce que c'est toujours comme ça, que le projet ne correspondait pas à ce que eux ils attendaient. Parce que déjà, moi je me souviens, Tony Valente, qui est un auteur de manga français, a eu des problèmes en France parce que son personnage a 2 petites cornes. Et donc nous, on a fait cette symbolique, parce que oui, c'est africain de révéler certaines choses. Et le mysticisme, chez nous, c'est dans la culture. C'est pas quelque chose qu'on se cache à nous, en fait. C'est limite, certains prendront ça pour de la démonologie, mais c'est pas de la démonologie, c'est juste que c'est du mysticisme. Quand on va prendre Harry Potter, on va dire que c'est un magicien, mais quand on va prendre Kiriko, on va dire que c'est un sorcier. Alors que limite, c'est la même chose, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste l'angle de vue, et comme disait Stéphane hier, c'est ce que les gens décident que c'est. Parce que si les gens, ils ont dit que ça, c'est pas bon, forcément, ce sera pas bon. Donc, du coup, moi, c'est mon kiff, parce qu'on investit du temps, on investit de l'argent pour quelque chose qu'on ne vend pas forcément. Parce qu'on veut le faire, on veut le produire, et on aimerait que ça puisse évoluer. Et on a d'ailleurs lancé un studio qui s'appelle Nzonzi. C'est ce studio qui a une branche éditoriale qui édite notre propre bouquin. Et on a été approché par Gara, qui a été très intéressé à l'idée de publier nos webtoons et possiblement de publier aussi le manga, parce que Gara, c'est une plateforme qui qui veut pouvoir mettre en valeur les auteurs et les créations africaines. C'est Teddy? Oui, Teddy Kosoko. Donc, il y a un peu de ça, en fait. Super. Ouais. Et au moment où, par exemple, ces collaborations, ces potentiels collaborateurs vous disent, franchement, ça ne répond pas réellement à ce qu'on veut, est-ce que des fois, vous êtes dit, bon, on va réajuster, ou non, il faut carrément qu'on aille avec ce qu'on a commencé, ou bien il faut qu'on adapte à ce qu'eux, ils veulent? Est-ce que ça vous est arrivé? Bon, on a eu un cas, Enfin, ils ne vous disent pas directement, parce que c'est un peu offensant aussi de dire à quelqu'un, je ne vais pas prendre ton truc parce qu'il y a tel truc nécessairement qui me dérange. Parce qu'il sait que c'est dans l'aspect et dans l'univers, en fait, de ton projet. Donc, on ne peut pas dénaturer l'œuvre. Sinon, si on nous demande de retirer les cornes, par exemple, qui sont des cornes d'animaux, parce qu'il y a certains qui pensent que c'est des cornes démoniaques. Ce sont des cornes d'animaux, et... si on demande de les retirer, ça fait plus sens. Mais ils n'ont pas osé le faire parce qu'ils savent que c'est dénaturer l'œuvre. Du coup, ils nous ont simplement fait comprendre que ça ne correspond pas à leur standard, à la façon dont eux, ils présentent en fait une œuvre. Parce qu'au début, on l'avait fait dans le sens français, dans le sens de lecture français. Les éditeurs nous ont dit non, vous devez le faire dans le sens de lecture japonais. On l'a fait. Mais même là, ça ne passait pas. On m'a demandé de progresser dans le dessin, chose que j'ai fait. Mais même après, on me dit c'est toujours pas ça. Bon, le dessin, il est bon. Ils m'ont dit le dessin, il est bon. Mais l'histoire en elle-même et la façon dont elle est présentée, ça nous pose problème. Donc, indirectement, c'est comme ça qu'ils nous l'ont formé. Nous, on a compris qu'il fallait qu'on se lance nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a lancé le studio, parce que ça ne sert à rien d'attendre nécessairement tous les autres. Oui, c'est ça. Vous êtes cofondateur des studios Gememi. Vous avez dit tout à l'heure Nzonzi. Oui, comment vous avez eu l'idée de créer? Bon. Gemini, sur le coup, c'était un coup de tête. Un coup de tête. Je me souviens, décembre 2019, de décembre 2019 à janvier 2020, on s'est assis, mon frère, moi et 2 de mes cadets, et on s'est dit, c'est vrai, on n'a qu'un seul collectif qu'on voyait dans notre ville de Pointe-Noire qui s'appelait Diko la Bulle. D'ailleurs, j'apprécie énormément la responsable de ce collectif qui s'appelle Jussi Insana, que j'aime bien, d'ailleurs, que j'aime énormément. Parce que c'est vraiment elle qui nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Je la remercie d'ailleurs pour ça. Et donc, le truc, c'est qu'on s'est dit, il existe un collectif ici, mais forcément, le collectif, soit on l'intègre, soit on est juste là et on fait rien en fait. Donc du coup on s'est dit on va créer notre propre collectif, et c'est là qu'on a décidé de créer Gemini. À la base ça devait s'appeler Fumu, mais Fumu c'est un peu trop prétentieux. Ça veut dire quoi? Les seigneurs. Les seigneurs. Oui, donc c'était parti de ça. D'accord. Et du coup on a décidé de prendre mon signe astrologique et on en a fait Gemini en fait. Gémeaux? Oui, Gémeaux. Ok. Oui, donc c'est ça. Donc du coup on a lancé le 1er janvier 2020, on a officiellement lancé Gemini. On a créé tout ce qui était réseaux sociaux, on a essayé de faire la propagande, et on ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça a eu. Parce que le fait qu'on ait créé Gemini, ça a réveillé des consciences.
Il y a certains qui ne savaient pas à quel sens vouer ou où aller, qui ont décidé de lancer leur collectif aussi après. Et il y en a d'autres, des collectifs qui existaient mais qui n'étaient pas si présents que ça, qui se sont revés et se sont dit, bah, eux ils viennent à peine d'arriver, ils commencent déjà à prendre l'ampleur, il faudrait que nous aussi on fasse de même. Donc c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à Gemini en fait. Et Nzonzi, ça veut dire quoi? Nzonzi, s'il faut faire une analogie, c'est un peu un atalaku, un griot. En fait, c'est celui qui raconte des histoires, c'est celui qui parle et qui... Voilà quoi. Et le logo d'ailleurs de Nzonzi, malheureusement, je n'ai pas amené le t-shirt aujourd'hui, c'est justement un vieux sage, s'il faut dire, assis sous un arbre. Et cet arbre, c'est un baobab. Donc, on a cette culture tous en Afrique, quand on était beaucoup plus jeune, surtout pour ceux qui ont eu la chance. Moi, j'ai pas eu cette chance personnellement, mais on m'en a tellement parlé de cette réunion autour du feu et sous un arbre, en fait. Donc, on m'en a tellement parlé. Et le truc, c'est que j'ai un oncle à moi qui est Nzonzi, justement. Et donc, quand j'en ai parlé à mon collaborateur, il a dit, ça, on prend. On prend, et voilà, on en a fait le nom du studio, parce que ce qui est vrai, c'est qu'on veut raconter des histoires façon griot. Et d'ailleurs, c'est même comme ça que l'œuvre commence, parce que dès les premières pages du bouquin, en fait, on a un personnage qui justement sort du tronc d'un arbre. Le personnage, il s'appelle Benzo, d'accord. Et Benzo, c'est un griot aussi, il faut dire, et il est là pour raconter l'histoire aux enfants. D'accord. Donc ça commence par Benzo qui introduit l'histoire, qui commence à la raconter. Et après, on passe sur tout ce qui est du reste, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit passage très captivant de Miwa? Peut-être vous l'expliquer, parce que vous lire... juste un petit passage, juste un petit. Un petit passage. Et le passage peut-être le plus captivant que vous aimez? Ah, j'aime pas mal de scènes. D'accord. J'aime pas mal de scènes. Par contre... il y a quand même une petite scène aussi. Ouais, là, c'est la conversation qui déclenche un peu tout entre le fils et la mère. D'accord. Ok. Donc, je vais commencer par où? Voilà. Donc, vous avez, je vous mets dans le contexte, d'accord, le personnage principal qui voulait participer à une cérémonie. Et cette cérémonie, en fait, devait faire de lui un initié qui aurait la possibilité, en fait, d'accéder à plus de possibilités et donc d'aller chercher son père en fait. Et donc quand il arrive et qu'il voit sa mère préparer une concoction, d'accord, celle qu'on boit pendant la cérémonie, il demande est-ce que je peux en boire? Et là sa mère lui dit non. Et elle continue en disant tu n'en auras pas l'occasion parce que tu n'y participeras pas donc à la cérémonie. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que j'en ai décidé. Et là, il s'enflamme en disant « Tout ce que je fais, c'est passer mes journées enfermées dans ce temple. » Parce que oui, il n'est jamais sorti dehors. D'accord. Et je ne comprends pas pourquoi tu refuses que j'utilise mon Ifa. L'Ifa, ici, c'est le pouvoir. S'il fallait faire une analogie avec un théorique, ce serait le Nen, en fait. Et là, elle lui pose cette question. Elle dit « Pourquoi tiens-tu autant à l'utiliser ?» Et il répond « Pour mon père. » Parce qu'il veut se lancer à la recherche de son père et il a besoin d'apprendre à utiliser cette compétence, sinon il serait livré à lui-même en fait. Et pour l'instant, il n'est pas initié encore? Non, pas du tout. Sa mère ne veut pas parce qu'elle craint justement du fait que ce soit un métis. Pour eux, les métis sont dangereux parce qu'ils viennent de deux sources d'Ifa, deux sources d'énergie différentes qui peuvent donc s'entrechoquer et puis causer des dégâts ou alors simplement qui sont convoités aussi. Super. Merci beaucoup. On va revenir vers vous. Madame Alice, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier et comment vous les surmontez? La plus grosse difficulté que je rencontre, c'est le fait que mon métier n'existe pas techniquement. On est sur un métier qui est apparu là il y a quelques années. On est peut-être une dizaine en France à le faire. Il y en a d'autres dans d'autres pays, mais on est quand même très très peu nombreux. Et donc, pour être pris sérieusement par des marques, quand on dit globalement, ben, moi je me déguise, et je suis là pour vous, c'est compliqué. Donc, il faut structurer extrêmement bien son travail et il faut apprendre à le vendre. Et ça, pour les artistes, je pense qu'on est tous au courant, c'est certainement la partie la plus difficile. Vendre son travail. Nous, on aime bien créer, on n'aime pas vendre ce qu'on crée. Et donc, la partie la plus difficile pour moi, clairement, ça a été ça.
ça a été vraiment structurer mon travail et créer finalement une présentation pour le vendre auprès des marques, pour montrer que ce que je fais, c'est sérieux. Maintenant, ça va. Parce que maintenant, j'ai ma réputation, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus trop besoin de me vendre. Toujours besoin de se vendre, mais moins qu'avant. Mais au début, c'était vraiment ça la difficulté. C'est-à-dire que, comme je n'étais pas prise au sérieux, puisque la grosse majorité des cosplayers sont des cosplayers amateurs qui font ça juste pour s'amuser. D'accord. Comme je n'étais pas prise au sérieux, ça a entaché ma propre vision de mon métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, oui, c'est vrai, qu'est-ce que je fais en fait je crée des déguisements et voilà, c'est pas un métier. Et finalement, à force de l'entendre, je m'en étais presque persuadée moi-même. Et heureusement, la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur mon manager qui travaille avec des streamers, des gens dont la vie c'est jouer à des jeux vidéo, etc. Donc pareil, on pourrait aussi démonter leur travail et dire, mais c'est pas un vrai métier, va trouver un vrai travail. Et j'ai beaucoup discuté avec cette personne. C'est quelqu'un qui est très, très intéressant. Discuter avec lui, c'est très, très facile. Et c'est cette personne, globalement, qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a obtenu des contrats. J'aurais jamais imaginé avoir des contrats comme ça. D'accord. Je travaille régulièrement maintenant avec la Cité des Sciences à Paris. C'est quand même une institution qui est hyper connue et je ne pensais pas qu'ils pourraient être intéressés par mes skills. Je travaille avec la Warner, c'est grâce à lui. Ce genre de choses. Et il m'a redonné confiance en moi et maintenant, je suis capable assez facilement, je pense, de vendre mon travail. Et je vois le chemin parcouru en 3 ans, puisque ça fait 3 ans que je suis pro. Et je vois le chemin parcouru en 3 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais dans les conventions comme celle-ci, comme le Bilili. C'est aussi pour apprendre à ceux qui veulent faire de la BD leur métier à croire en eux et à se vendre. C'est-à-dire leur montrer que ça sera pas facile. Il y aura vraiment des grosses difficultés dans leur parcours. C'est normal, sinon tout le monde le ferait si c'était facile. Mais ça fait partie du jeu. C'est que tu veux vivre un peu différemment des autres, tu veux mener ta barque, tu veux vivre l'aventure. D'accord, mais ça a un prix. Et ce prix-là, notamment, c'est cette espèce d'indépendance extrême dans laquelle on est jeté. Et il va falloir que tu frayes ton chemin et que tu apprennes à vendre ton travail. Et j'aime bien faire ça. Et hier, j'ai eu une conférence là-dessus, justement, où j'ai expliqué que les gens ne vont pas venir vous chercher, c'est à vous d'aller chercher les gens. Clairement. Et donc, moi qui suis quelqu'un de très renfermé de base, j'aime bien rester dans mon petit cocon à moi et faire mes trucs à moi et ne pas sortir de chez moi à la base. À la base, c'est ça, moi. Et puis, il y a l'Ivanar. Donc, l'Ivanar, c'est l'autre facette de moi. C'est celle qui va en convention, c'est celle qui est sous les spotlights, c'est celle qu'on adore sur les réseaux sociaux, etc. Ou qu'on déteste, d'ailleurs. Et cette facette-là, elle m'aide énormément à dépasser les difficultés de l'autre facette et à vendre mon travail. Hier, quand je suis allée au CCFG, je vous ai vu assise, vous étiez en train de... Je ne sais pas, parce que je ne vous ai pas écouté, je vous voyais à travers la vitre. Ah oui. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enseigner, elle est en train de partager son expérience. Qu'est-ce que vous disiez en ce moment à ces personnes à la salle? Alors, je parlais de mon métier, donc justement un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire comment j'en suis arrivée là, en quoi ça consiste d'être cosplayer pro. Je parlais du cosplay en règle générale et je faisais justement un lien entre mon métier et sûrement le métier que rêveraient de faire les personnes que j'avais devant moi, puisque s'ils sont au Bilili BD Festival, c'est certainement que la BD les intéresse et que potentiellement ils aimeraient bien en faire leur métier. C'est ça. Et donc, je leur expliquais finalement que les difficultés que j'ai rencontrées, ils vont rencontrer certainement les mêmes. Peut-être pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, il y aura beaucoup de difficultés en commun. Et donc, exactement ce que je viens de dire là, c'est battez-vous, croyez en votre travail, mais ne pensez pas qu'on va venir vous chercher. C'est pas parce que papa et maman ils vous disent que vous dessinez bien que le monde entier va venir vous chercher. Vraiment pas. C'est pas non plus parce que papa et maman vous disent de pas le faire qu'il faut pas le faire. Donc il y a vraiment ce truc à trouver. Donc c'est de la confiance en soi aussi, c'est de l'estime de soi, de la confiance en soi. Il faut avoir un minimum de confiance en soi et ça, si on n'en a pas, c'est pas grave parce que ça se cultive.
et se lancer. Et se lancer en ayant conscience des difficultés, parce que si on se lance peut-être un peu naïvement en se disant « je suis le prochain mangaka de Guinée », il est possible qu'on soit un petit peu freiné par les nombreuses difficultés qu'on va rencontrer. Donc se rendre compte que le chemin va être difficile, mais c'est aussi... ça fait partie du fun un peu. Super. Comment vous vivez de votre art? Comment je vis de mon art? Plein de façons différentes. Mais je vais vous donner le conseil, justement, que m'avait donné mon manager quand on s'est rencontrés. La chose la plus importante pour être serein, c'est d'avoir un revenu régulier. On va parler un peu d'argent. C'est d'avoir un revenu régulier. Puisque moi, finalement, j'ai beaucoup de revenus comme ça, parce que je vais faire une convention, parce que je vais être invitée à droite, à gauche. Je suis toujours payée quand je fais ça. Donc, je vais être invitée en convention à droite, à gauche. Je vais avoir des contrats aussi, comme avec la Warner, comme avec Maliki, comme avec League of Legends, etc. Et ça, c'est des contrats, je veux dire, j'en ai un, et je ne sais pas si je vais en avoir un autre derrière. Donc voilà, j'ai ces contrats-là, ça me rapporte de l'argent, mais imaginons que pendant 1 mois, ou 2, ou 3, j'ai pas de contrat. C'est hyper flippant. C'est à ce moment-là, on se dit, oula, comment je vais payer mon loyer, comment je vais vivre, comment je vais faire. Et donc ça, c'est hyper dur. C'est vraiment une des parties les plus difficiles quand on est indépendant. C'est justement cette sérénité financière. Et bien pour l'obtenir, mon manager m'avait dit, il faut que tu trouves un moyen d'avoir un revenu régulier. C'est pas obligé qu'il soit énorme. Juste tu as un revenu régulier qui te permet de payer tes charges, etc. Et d'être sereine si jamais pendant 1 mois ou 2, tu n'as pas de contrat, et ben, ça te permet de vivre et de continuer à bosser sur tes projets. Et moi, j'ai réussi à faire ça en créant une entreprise de patrons de couture. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que des patrons de couture, mais en gros, ce sont des outils qui permettent de créer des vêtements ou des costumes. Et donc, je créais ces outils-là pour les cosplayers, que je vends sur mon site internet ou sur d'autres sites sur internet. Et ça me permet d'avoir un revenu tous les mois. De plus en plus, plus je crée de patrons, évidemment, plus j'en vends. Et depuis que j'ai ça, vraiment, j'avais peut-être moi-même sous-estimé la sérénité que ça apporte. D'avoir juste quelque chose où on se dit, j'ai pas de contrat, c'est pas grave, parce que j'ai ça. Et donc, quand on est indépendant, il y a plein de manières d'y arriver. Moi, ça a été ma manière d'y arriver, mais il y a plein de manières d'y arriver. Ça peut être des collaborations avec des marques, justement, des promotions de produits, etc. Pour, là, je pensais notamment aux influenceurs qui sont sur Twitch, ce genre de choses. Eux, ils ont beaucoup de collabs pour promouvoir des produits. Mais c'est ça, leur revenu régulier. Et chacun trouve son petit revenu régulier. Et vraiment, trouver ce truc qui va vous permettre d'avoir une sérénité, qui vous permettra de travailler sur vos projets, que vous ayez des contrats ou non. Au moins, vous pouvez continuer à travailler sur vos projets sans angoisser comme ça et se faire des ulcères tous les mois sur comment je vais vivre le mois prochain. Et voilà, et allonger votre vie, quoi. Ouais, je comprends. À vous maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comme première difficulté, s'il faut dire, ce serait l'appréhension que les gens ont du métier, tout comme pour Alice, en fait, la bande dessinée, c'est pas... Enfin, la bande dessinée en elle-même, elle existe mondialement parlant. Mais sur le continent africain, c'est quelque chose qui se développe encore. Et dans son développement, le style ou le genre que les gens connaissent, c'est beaucoup plus la caricature. On va vous parler de Barry le Barouti, qui fait du très bon dessin, on va dire, faut le dire, mais avec des traits très africains et qui ne sont pas si universels que ça, en fait. C'est particulier, mais c'est pas si universel. Parce que le truc, c'est que arriver à vendre sur Internet, c'est pas comme arriver à vendre en librairie. Quand vous vendez sur Internet, vous devez vous assurer que tout le monde est dans la possibilité ou la capacité d'acheter, mais que le format aussi intéresse énormément de gens, en fait. Et que ce n'est pas si ciblé que ça. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut éviter qu'on vous mette dans une case. Donc, il y a ce côté où c'est en développement, avec le Bilili BD Festival et d'autres festivals aussi qui sont en Afrique. Effectivement, ça grimpe, ça monte, ça devient de plus en plus vulgarisé et tout. Mais ça reste le premier facteur ou le premier problème. Le deuxième souci, ce serait la question financière également aussi. Parce que c'est... En tout cas, elle a tout dit là-dessus. C'est qu'il faut arriver à trouver cet équilibre qui vous rassure dans ce que vous faites.
il y a certaines collaborations qui sont sur du long terme. Il y en a d'autres. C'est parce que récemment, j'ai travaillé avec j'ai pas signifié. J'ai travaillé avec un studio français. Et je ne l'ai pas signifié aussi parce que personnellement, ça me sort un peu de la tête, vu que c'est pas toujours évident de travailler avec un studio, de travailler avec un particulier. Il y a des collabs qui marchent bien, il y a des collabs qui marchent pas bien. Et ce studio français, c'est un jeune studio. Moi, personnellement, je les en veux pas parce que ça arrive de travailler avec des structures qui, elles, ne sont pas assez structurées. Ce qui fait qu'on a plus l'impression de perdre son temps plutôt que d'avancer en fait par rapport à ça. Donc, il y a aussi donc en plus de la question financière, il y a aussi les contrats que vous signez. Parce qu'il y a certains contrats au début, vous vous dites que ça va aller parce que celui qui vient vous contacter, il vient en tant que structure. Il se présente comme il est. Vous le voyez sur les réseaux, il a l'air sérieux. Mais au finish, quand vous travaillez, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si sérieux que ça. C'est ça. Donc il y a aussi des collaborateurs, il faut faire très attention à ça. Je dirais que le dernier point en termes de difficulté ou la dernière chose, c'est soi-même. C'est soi-même parce que on travaille jusqu'à se rendre malade parfois. Donc, il faut arriver à travailler de manière intelligente. Donc, c'était hier que tu disais ça. Quand vous vous vendez ou quand vous acceptez un contrat, vous devez y mettre le prix. Autant que le client dise j'ai pas les moyens pour ça, plutôt que le client négocie un rabais à un prix qui ne vous est pas favorable en fait. Parce que c'est toujours comme elle a su le souligner, et je suis vraiment d'accord avec ça. Alice, tu as parfaitement raison dessus. C'est que, oui, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Aujourd'hui, tu peux avoir un contrat, tu négocies à la place de te payer, parce que généralement, je chiffre ce que je fais en euros, parce que c'est beaucoup plus simple, vu qu'on travaille plus avec des occidentaux et tout. Donc, quand un client vient, il vous dit, moi je veux faire tel truc, le projet il vaut 1000 euros, mais vous dites que je peux accepter qu'il baisse parce que j'ai besoin de ce contrat. Et du coup, il vient, il vous dit, au lieu de 1000 euros, moi je vous donne 500 euros. Mais vous acceptez quand même. En fait, vous vous rendez pas compte que c'est pénalisant parce que dans les 1000 euros, il y a des charges. Il y a pas mal de choses en fait qu'il y a à prendre en compte. Et il y a aussi une marge. Donc, cette marge fait que si dans les 2 mois qui suivent, vous n'avez pas de contrat, vous pouvez quand même vous dire que ça peut servir. Mais si vous rabaissez le tout, que le mois qui suit, vous n'avez pas de contrat, le mois qui suit encore, vous n'avez pas de contrat. Moi, ça m'est arrivé une fois de faire cette erreur, et je dirais même peut-être plus d'une fois, surtout avec ce studio français. J'ai accepté les prix qu'ils m'ont proposés. À la base, ils sont venus, ils ont dit on va te payer tant. On a négocié. On est arrivé sur un prix. Ça ne m'arrangeait pas, mais c'est parce que c'était un ami qui m'avait mis en relation. Et du coup, je me disais, c'est pas très prendre Et je me suis mis dans des situations. On a fait un travail pour une mairie. Et tout le monde sait que quand une mairie française fait un travail, c'est pas des roupinettes, c'est pas, voilà, donc ils m'ont... Ils ont pas un budget de 500 euros. Hein. Oui, beaucoup plus. Bien sûr. Et donc les gars, ce qu'ils ont fait, c'est que derrière, ils ont négocié un prix avec moi. Je savais pas qui était l'intermédiaire. Pour eux, s'en mettre plein les poches. Oui. Oui. Quand j'ai découvert qui était l'intermédiaire, j'ai pas voulu renégocier parce que ça avait déjà été évoqué. Mais au contraire, ce sont eux qui ont encore voulu faire un rabais sur le prix. Parce que voilà, il y avait un problème de deadline. Moi, je suis devenu très strict et très sévère sur ça. Si tu n'as pas les moyens, tu passes ton chemin. Exactement. C'est pas que la fameuse phrase « je suis pas trop cher, je suis juste pas tant tes moyens ». Voilà, et c'est juste ça. C'est pareil, hein, comme toi, je me suis mis dans des situations terribles parce que justement, il y avait cette précarité dont je parlais, où on n'a pas cet argent qui tombe tous les mois et on se dit « il faut absolument que j'accepte tout ». Et donc, c'est de la précarité. Hein. Et beaucoup de gens profitent de la précarité des artistes. C'est terrible. Et donc, ils savent qu'on va dire oui parce que 200 euros, c'est mieux que zéro. Et en fait, maintenant que je n'ai plus ce problème-là, donc cette fameuse sérénité fait qu'aujourd'hui, si on me fait ça, je rigole. Et puis, c'est terminé. Notre échange s'arrête là. Parce qu'il est hors de question que je travaille dur et que tout ce que j'ai appris, tout ce pourquoi j'ai travaillé et mes valeurs soit mise à mal parce que
parce que tu veux pas me rémunérer correctement. Ouais. Et c'est aussi un moyen de sauver notre métier, notre corps de métier. C'est-à-dire que se donner de la valeur. C'est donner de la valeur à notre métier, c'est aussi pour les autres. On rend service aux autres personnes qui arriveront après nous et qui feront les mêmes métiers que nous. Il ne faut surtout pas se dévaloriser parce que non seulement ça casse un métier, mais en plus vous ne vivrez pas avec ça. Et pour finir, ce que j'avais dit hier aussi, si vous vous vendez cheap, vous serez perçu comme cheap et vous serez toujours mal payé. Parce que les messages, les gens ils se parlent entre eux, le monde est petit. Et en fait, si un jour vous acceptez de faire moitié prix sur quelque chose, et bah, quelqu'un d'autre potentiellement va vous contacter, va vous demander le même prix, vous allez refuser parce que vous allez dire bah non mais ça va, non. Et la personne va dire bah je comprends pas, pourtant t'as fait ce prix-là, machin. Ouais. Et voilà, et en fait vous vous rendez pas compte, mais tout le monde se connaît dans ces milieux-là. C'est ça. Les messages passent très vite. Si vous dites oui à un, ça va être très difficile après de vous faire payer correctement. Mais pas que pour vous en fait, ça peut être préjudiciable pour d'autres. Parce que moi j'ai déjà été approché. On m'a proposé des tarifs. J'ai fait comprendre, déjà, on me propose un tarif, je dis, avant, moi, je vous donne le tarif que j'ai pour que vous sachiez vraiment à quoi vous attendre. Quand j'envoie mon bordereau de prix, on me dit, non, c'est trop cher. On a l'impression que là, vaut mieux encore aller prendre un occidental plutôt que de venir chercher en Afrique et tout. Je dis, mais encore là, moi, je suis en dessous du prix de celui qui est en Occident. Je suis en dessous de son prix parce qu'il y a des charges que lui il met ou qu'il intègre là-dedans que je n'ai pas besoin d'intégrer. Ce qui fait que pour être, par rapport au marché, être compétitif, il faut quand même que je mette un prix qui ne soit pas trop grand, qui ne soit pas... Il faut le justifier en fait, le prix. Il faut arriver à le justifier. Si tu ne le justifies pas, on va te dire que c'est juste de l'arnaque en fait. Donc du coup, quand j'envoie mon bordereau de prix, on me dit tel artiste, il m'a fait ça à ceci, à tant par exemple. Si c'est 200 €, pour prendre ton exemple, le service, d'accord, on va te dire, il y a tel artiste qui l'a fait à 50 €. Bah, moi, je te dis, s'il l'a fait à 50 €, va le voir lui. Pareil. Va le voir lui, parce que moi, je ne le fais pas à 50. Du tout. Voilà, donc c'est ça. En fait, il faut être rigide, un peu flexible, mais pas trop flexible. Parce que sinon, après, ça casse le marché et on se retrouve à pénaliser tous les autres qui peut-être n'auront pas la possibilité d'avoir une rémunération correcte, surtout quand ils débutent. Parce que moi je dis souvent aux jeunes, quand vous débutez, vous devez être très regardant. C'est pour ça que je suis certains artistes avec qui je travaille. Quand ils se font approcher par que ce soit un collaborateur, que ce soit un studio, que ce soit un particulier et tout ce que vous voulez, je suis très regardant même sur les contrats qu'on les envoie. Quand on les envoie un contrat, ils me l'envoient d'abord. Parce qu'il faut que je jette un œil, que je vérifie les clauses. Il y a des éléments qui sont toujours posés en très petit et il y a des sous-entendus dans les contrats. Oui. C'est-à-dire qu'on te met un truc, un paragraphe, c'est formulé d'une manière à ce que tu le prennes dans un sens alors que ça veut dire autre chose. Et j'ai souvent reçu des contrats du genre. Quand je les ai lus, j'ai dit ça, tu dois demander ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est posé. Et quand tu demandes, ils se sentent en fait, tu sens le truc où ils ont voulu faire passer la chose, mais ils ont compris que le type il a capté, il a compris qu'il y a une arnaque derrière. J'ai fait retirer beaucoup de clauses sur des contrats à cause de ça. J'ai toujours dit aux plus jeunes artistes, lisez bien ce qu'on vous envoie et ne signez pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de signer un contrat par exemple de 3 ans avec une structure. Ça c'est vous enchaîner parce que si il ne faut pas faire d'exclusivité. Vous signez surtout les exclusivités. Surtout les exclusivités. Donc c'est un peu ça en fait. Faire très attention à avec qui vous marchez, à comment est-ce que vous marchez avec la personne, à comment vous vous présentez aux gens et tout ça en fait. Très important. D'ailleurs, juste une dernière chose aussi par rapport au prix auquel vous décidez de vous vendre. Déjà, ne vous dites pas que parce que vous vous vendez pas cher, vous aurez plus de contrats. C'est pas vrai. Vous vous vendez juste pas cher. Et aussi, moins vous vous vendez cher, plus vous allez rester dans la case amateur. Oui. Et en fait, ça change tout. C'est-à-dire que moi, au début, quand je faisais des conventions, j'étais rémunérée très peu cher. Vraiment, c'était limite pas rentable en fait pour moi d'y aller. Mais c'était le prix un peu défini pour tous les cosplayers en France, d'être payé ce montant-là, etc. Personne n'avait vraiment mis de coup de pied dans la fourmilière là-dessus, c'était comme ça. Et un jour, il y a
un comédien voix très connu en France, que je croisais très souvent en fait. Donc du coup, on avait développé quand même une sorte d'amitié. Et cet homme-là me dit, mais lui, il est très bien payé. Enfin, voilà, lui, il est très très bien payé. Et un jour, il me dit, mais enfin, t'es payé combien en fait là pour... Et je lui ai dit, et il m'a dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu demandes minimum tant. Ensuite, j'ai mon manager qui est arrivé après, qui m'a confirmé ça. Il m'a dit non, là tu continues pas là-dessus, tu vas demander tant. Et c'était pas genre doublé, c'était plus que quadruplé ce que je demandais de base. Ouais. Donc moi je me suis dit c'est mort, plus personne va vouloir de moi, c'est fini, ma carrière est finie, c'est enterré. Et bah pas du tout, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait comme j'ai augmenté mes tarifs, et inconsciemment dans la tête des gens, ça m'a professionnalisé d'autant plus, c'est-à-dire elle est ce prix-là, donc en fait ça veut dire que son travail vaut ça. Parce que techniquement c'est ce que les gens se disent, c'est ce prix-là, c'est pas cher, ça va pas être terrible, mais c'est pas cher. Ouais. Alors que là, c'est plus cher que les autres, mais du coup inconsciemment il y a un lien qui se fait entre c'est cher, c'est quali. Ouais. Et donc en fait j'ai jamais eu autant de contrats que depuis que j'ai augmenté mes tarifs. Alors j'ai eu, bien sûr, j'en ai eu qui m'ont dit oula, Livana, elle est chère, on la prend plus. C'est pas grave. Moi, j'ai rien perdu là. J'ai rien perdu parce que ces contrats-là ont été remplacés par des contrats où je suis payée correctement. Et donc vraiment, j'étais convaincue moi aussi que si j'augmentais mes tarifs, personne ne voudrait de moi. J'étais convaincue que je ne pourrais pas demander plus et que si je le faisais, voilà, ce serait terminer les conventions. Et pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est justement que les autres cosplayers se sont ensuite alignés progressivement avec moi et pas l'inverse. Donc voilà, il y a cette espèce, je sais qu'il y a cette peur de demander, mais en fait il faut, parce que vous le méritez. Vous le méritez, et vraiment c'est la grosse différence entre l'amateur et le pro. Ouais. Donc sans vous poser d'ailleurs la question, vous avez quand même donné des conseils directement ou indirectement à des personnes qui veulent faire comme vous. Donc sans transition aucune, je vais juste vous demander c'est quoi vos projets à venir. Je pense qu'on va commencer par Alice. Ah bon. D'accord, bien sûr. J'étais en train de me dire, c'est bon, elle le regarde, je vais temps de réfléchir. Oui, vos projets à venir, Mes projets à venir, bon, déjà, sur le court terme, j'ai beaucoup de conventions là, qui vont s'enchaîner. Je vais partir en Hongrie, je vais partir un peu partout encore en France. Jusqu'au mois de juin, je suis... full, je ne peux pas réfléchir à autre chose. Mais après, donc déjà j'ai des nouveaux patrons qui vont sortir pour les cosplayers, mais également j'ai envie de reprendre les concours. Donc j'aimerais bien faire un nouveau costume pour moi et non pas pour une marque ou pour moi. Oui. Et faire un concours, un gros concours international avec. Et à ce moment-là, vous pensez à quel costume, par exemple? J'ai pas. C'est sur le feu, elle est en train de mijoter. C'est ça, je suis en train de... Voilà. Ouais. Mais surtout, ça va dépendre du concours que je choisis, puisque la façon de noter n'est pas la même. Donc, certains costumes vont être plus adaptés que d'autres en fonction des concours. Parce qu'il y a des concours, ça va plutôt être misé sur la prestation. Donc, il faut un costume où on puisse bouger. Et il y a des concours où c'est plus sur le costume en lui-même. Donc, c'est pas grave si on est comme une statue sur scène avec un truc énorme et tout, du moment que c'est énorme et impressionnant. Donc, voilà, ça va dépendre du concours. Et puis, évidemment, par rapport au Bilili, travailler d'autant plus sur le BCC, donc le Bilili Cosplay Contest, qui en fait est un concours qu'on crée avec Joël et Jean-Jacques pour permettre aux cosplayers de tous les pays où est implanté le Bilili, donc en l'occurrence pour l'instant le Congo, la Guinée, mais il y en aura d'autres, de participer in fine à un concours à l'international. L'idée, ça serait vraiment de créer, comme ce que j'ai expliqué pour la Coupe de France. Donc la Coupe de France, il y a les régions, on prend des représentants dans chaque région et à la fin, il y a une finale. Et bien là, ça serait un représentant par pays. Ensuite, il y a une finale au Bilili, Congo, Brazzaville. Et ce finaliste-là serait amené ensuite à l'international pour participer à une compétition en Asie ou en Europe. On ne sait pas encore quel concours va être... va être dans la... Je crois que pour l'instant, c'était en Corée qu'il y avait une petite piste, mais voilà. Et l'idée, ce serait vraiment de permettre à un cosplayer de participer à une compétition internationale. Et tous les ans, il y aurait un nouveau participant, etc. Parce que pour l'instant, en Afrique plutôt centrale, il n'y en a pas, en fait.
n'y a pas de Comic-Con ici. Il y en a plus au sud, il y en a plus au nord, mais ici, il n'y en a pas vraiment. Donc, il n'y a pas cette possibilité-là. Et c'est bien dommage parce que moi, ce que je vois tous les ans au Billy, c'est des cosplays de fous faits avec des matériaux, j'aurais pas pensé. Et je me dis, mais non, mais ces gens-là, ils ont envie, ils ont la capacité et il faut les emmener plus loin. Ouais. Et vous? De mon côté, en termes de projet, déjà, il y a un nouveau bouquin qui sortira, donc une nouvelle œuvre qui s'appelle Ushumare. D'accord. Nous allons très certainement bientôt commencer à communiquer là-dessus. On a des projets d'animation aussi qui sont en cours. Donc, comme le studio fera de la bande dessinée, de l'animation et du jeu vidéo, la bande dessinée, c'est déjà en bonne voie. Il y a Miwa qui existe. Il y a Guardian of Wood qui est un webtoon qui sera diffusé très certainement chez Gara bientôt. On attend juste quelques confirmations. Il y a Ushumare qui sortira en décembre pour le Billy de cette année. D'accord. Logiquement, en termes d'animation, on a des projets qu'on va certainement teaser pendant le Billy, mais qui sortiront pendant l'année qui suit en fait. Mais on verra d'abord par rapport au planning. Maintenant, en ce qui concerne la structuration peut-être du studio, l'idéal vraiment, c'est que déjà quand je rentre, de pouvoir poser certains jalons qui me permettront en fait de pouvoir être mieux assis, parce que le studio il a même pas une année, ça fait juste quelques mois. Gemini, je suis éditeur chez Gemini, mais Nzozi c'est mon petit bébé, s'il faut dire mon nouveau petit bébé. Gemini il a déjà grandi, c'est un petit gamin, il peut aller à l'école tout seul. D'accord. Donc il y a ce côté où il faut faire progresser le projet, il faut le faire connaître, et j'ai aussi un programme de formation, de training, ou si je peux dire de tips que j'aimerais bien pouvoir lancer sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de jeunes auteurs qui ont le même problème que moi j'ai eu quand j'ai commencé, à savoir de trouver des personnes qui peuvent les coacher, qui peuvent les parrainer, ou ne serait-ce que qui peuvent les conseiller. Parce que donner ne serait-ce qu'une minute à quelqu'un sur les réseaux, pour un artiste pro, la plupart du temps c'est galère. C'est galère parce que j'ai subi ça, j'ai vécu ça. C'est pas forcément de la faute de ces artistes, parce que moi-même je le vis aussi, il y a des moments où j'ai pas l'occasion de répondre, mais il y a aussi ce côté où il y a la frustration, parce que quand vous répondez pas à quelqu'un, encore ça peut aller, mais quand vous le répondez en le disant limite va bouler, ou va voir ailleurs si j'y suis, ou cherche quelqu'un d'autre parce que j'ai pas le temps pour toi, c'est parfois frustrant. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça, des messages qui vous refroidissent presque et qui vous donnent envie d'arrêter. Donc j'aimerais pouvoir former le maximum de personnes possible. Donc en rentrant, je vais lancer ce programme, que ce soit sur YouTube ou en physique, et j'essaierai d'en faire la propagande de façon à ce que ça devienne beaucoup plus grand, parce que c'est très important. En tout cas, moi j'ai ça à cœur, de pouvoir faire progresser ceux qui sont plus jeunes que moi, ou même ceux qui ont mon âge d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de jeunes dessinateurs au Congo qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas les règles, ils ne connaissent pas grand chose, mais ils le font avec les moyens du bord, avec les techniques du bord. Et vous êtes là, ça fait combien de temps? Là, dans le domaine? Non, en Guinée. Ici en Guinée. Oh, ça fait quelques jours, ça va. Ça fait quelques jours. Je suis juste venu pour le pop-up en fait. D'accord. Je suis juste venu pour le pop-up. Donc je vais rentrer chez moi, et déjà ici en fait en Guinée, j'ai eu un feeling avec Artnim, en particulier avec le président de Artnim, Fazali, d'accord, Mara. Et on discute sur les réseaux, et je suis aussi dans un groupe dans lequel ils sont quasiment toute la communauté Artnim, donc je vois un peu les discussions. Quand j'ai une info pour eux, je les balance, et je les encourage personnellement, surtout Fazali, parce que c'est lui qui communique le plus avec la communauté, et je suis plutôt très discret comme personne. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on me voit quasiment pas. Donc, j'aime bien encourager à ce qu'ils aillent de l'avant, parce que je me dis, quand on a déjà une communauté, le reste, il est fait. Parce que le fait d'être en groupe comme ça, nous, on n'a pas eu cette chance. C'est vrai que nous, on a commencé la bande dessinée, et quand je suis arrivé ici à Conakry, je m'attendais à voir quand même beaucoup d'auteurs, mais j'en ai pas vu énormément l'année dernière quand je suis venu. Cette année, j'en ai vu quelques-uns, parce que ça commence à germer, et je suis sûr que l'année prochaine, il y aura encore plus. Mais l'idée vraiment, c'est que ces auteurs puissent se dire, on va créer des histoires, mais on doit aussi créer des identités et des sortes de marques en fait. Parce que ce que eux ils vont faire comme bande dessinée,
pourquoi est-ce que demain, il n'y aurait pas un cosplayer qui va se cosplayer en un personnage de ces histoires? Parce que le but, c'est ça aussi, d'arriver à penser de façon à ce que dans 2 matins, cette bande dessinée peut avoir un cosplay, il peut avoir une adaptation, que ce soit en animé, que ce soit en film ou en série. C'est comme ça que je veux que les gens commencent à réfléchir à ce métier. Parce que s'il faut juste faire de la bande dessinée pour faire de la bande dessinée, c'est comme faire chemin seul en fait. Alors que c'est l'entertainment, c'est tout un univers qui est constitué d'énormément de pôles. Et si vous ne pensez pas aux autres pôles, ce que vous ferez, ce sera toujours pour vous. C'est ce qu'on appelle la pop culture en fait. Oui, c'est ce carrefour de plein de... Oui, c'est énormément de choses qu'il faut savoir marier, qu'il faut savoir agencer, qu'il faut savoir lier en fait. Donc c'est ça le but. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, vous avez donc écouté nos 2 invités du jour. Hein. Ils vont d'ailleurs rester avec nous sur ce plateau, avec moi, je disais, sur ce plateau pour la suite